Bonjour, bonjour à toutes et tous survivants dans ce monde de Heredity. Le livre de Swan, je vous retrouve pour la découverte des règles de ce jeu. Après réflexion, je me suis dit que finalement, j'étais pas hypé de dingue. Non pas que mon intérêt n'est plus là pour Heredity, c'est absolument pas ça. C'est juste que je suis très curieux de voir vers quoi ça va nous emmener, quel type d'aventure on va vivre, mais je pense que je ne serais pas plus déçu que ça si ça matche pas. C'est vraiment bizarre comparé à d'autres jeux vis-à-vis desquels j'avais une hype de, de malade et j'avais peur de la déception. Là, je suis plutôt serein. C'est un état très positif finalement. Alors depuis hier, j'ai même pas dépunché quoi que ce soit. Bah, on va le faire, on va le faire au fur et à mesure de ce que l'on aura besoin, puisque je vous rappelle que la découverte des règles, ça va se faire de A à Z en allant piocher dans le bouquin de règles au fur et à mesure. On va lire tout ça. Qu'est-ce que je voulais prendre tout de suite? Les socles. Ah, il va me falloir un certain temps et un temps certain pour me remettre de ces gros socles tout pourris qu'ils nous ont fait. J'ai rien contre les socles en plastique, hein, c'est pas ça, mais au déballage hier, j'ai vu qu'ils nous avaient fait des socles énormes pour des petites silhouettes. Alors là, on a qui? On a papa? Oui, on a papa, puisque dans Heredity, on va s'intéresser au sauvetage d'une famille. Le peu que j'en ai vu, on démarre dans une maison, alors dans leur maison plutôt, et on va devoir les sauver. Alors le plateau, bah non, le plateau va être composé des cartes. On va voir ça. Alors, le livre de Swann, certes, est-ce que c'est parce que c'est la famille Swann? J'en sais rien. Est-ce que c'est une référence, un culte que je suis, à un roman, un poème, peut-être? On verra. Allez, on commence. Important, Heredity est un jeu plein de surprises. Ne manipulez pas le matériel avant d'y avoir été invité. Oui, ça, on l'a lu hier. Le jeu vous indique quel paquet de cartes vous devez prendre au début de partie, ainsi que les éléments spécifiques dont vous aurez besoin en cours de jeu. Personne ne sait vraiment comment tout a commencé. Les réseaux informatiques ont été les premiers impactés, puis le système monétaire, et les transports ont cessé de fonctionner. Le monde entier a rapidement sombré dans une guerre provoquant le déclin de la civilisation. Aujourd'hui, les survivants commencent à peine à reconstruire un nouveau monde. Des communautés plus ou moins violentes ont émergé. Jamal et Maeve ont connu le grand déclin dans leur jeunesse et ont fait le choix de vivre isolés. Leurs enfants, Selena, Brick et Swan, ont été préservés de la brutalité du monde extérieur. Vous incarnez cette famille vivant dans une ferme en totale autarcie. Ah, eh bien voilà un élément de réponse. Swan, c'est... Alors dans l'ordre, je suppose que c'est le dernier enfant du couple Jamal et Maeve. Maeve, ouais, je vais le dire comment? Je vais le dire Maeve. Allez, Maeve. Donc, Jamal, c'est lui. Alors, bonne question pour reconnaître. Peut-être que la maman est rouge, là, Maeve. Les enfants, Selena et Brick. Oui, Selena est l'aîné, Brick vient en second. Et puis, le ou la petite dernière, Swan. D'accord, donc nous vivons à l'écart de tout, dans une ferme isolée en totale autarcie. Information générale. Heredity est un jeu coopératif dans lequel vous incarnez une famille dans un univers post-apocalyptique. Les 5 chapitres qui constituent la campagne sont regroupés dans 5 paquets de cartes appelés paquets aventure, comprenant tout ce qu'il faut pour jouer. Des terrains qui forment le plateau de jeu, des personnages avec qui interagir, des objets, des cartes narratives, etc.
Les 4 personnages joueurs, tous membres de la même famille, seront en jeu. Swan, le petit dernier, sera un personnage non joueur, PNJ. Et bizarrement, tout a l'air d'être centré sur lui. Ah, ok. Mon cerveau commence à faire une connexion Heredity, héritage. Livre de Swan, le petit dernier. Oh, j'ai peur que ça pue pour les 4 membres de la famille. Si c'est Swan qui devient l'héritier de tout ça, et allez, je me lance, hein, qui sera le seul à s'en sortir à la fin des 5 chapitres. Alors, à 4 joueurs et joueuses, chacun pourra contrôler un personnage. À 3, un des personnages sera contrôlé collectivement. À 2 joueurs, nous conseillons de jouer un parent et un enfant chacun. En solo, vous contrôlerez les 4 personnages joueurs. Un QR code pour aller regarder une vidéo sur les règles du jeu Heredity. Je préfère faire ça à l'ancienne comme au bon vieux temps. Le matériel. Alors là, on va en avoir un paquet. Je vais déjà commencer à triturer le bouquin de règles. Un paquet de base de 18 cartes, les cartes que vous utiliserez à chaque chapitre. 12, 4, 1. 12, 16, 17. Ok. Alors, 12 cartes personnages joueurs, un paquet de 18 cartes. Alors, ce qui était surprenant, c'est que là, j'avais des cartes de 4, 6. Ok, donc c'est qu'on a foutu le bordel dans ma boîte. Pourtant, elle était bien cellophanée, mais ça voudrait dire que c'est comment ces cartes-là ont pu bouger alors qu'elles avaient été bien là-dedans. 500, 503, 502, 505, 504, 501, ouais, c'est le foutoir. Bon, je vais remédier à ça puisque ça doit vouloir dire que 506, initialement, elles auraient dû être probablement comme ceci, les 500. Voilà, ah, ça force un peu. Peut-être que la personne qui a emballé ça s'est dit, je vais les mettre au-dessus, Friedrich ne m'en voudra pas. Bah, s'il y a tout, je t'en voudrais pas. Petit emballeur. Donc, 12 cartes PJ. Ok, les cartettes de jeu. Une carte famille, les silhouettes en carton. Paquet secret, je les ai vus là, oui, paquet secret. 5 paquets aventure, les 5 chapitres. Le 4 est énorme. On démarrera avec le chapitre 0, forcément. Chapitre 1, chapitre 2, 3, 4. Ok, on est bon. 12 pions action. 3 par couleur. On va les récupérer. On a des jetons composants. Ah oui, les jetons composants. Alors là, ce sont les fameux pions que je trouvais très petits hier au déballage. Vraiment trop petits. Ça aurait peut-être mérité d'agrandir ça. Et puis de faire une planche de pions supplémentaires. Bon, là, ça a été un petit peu rogné, je pense. Concernant les coûts, ça doit être symbolique, mais mine de rien, multiplié par X boîtes produites. Un pion sablier, donc là, on a vraiment les pions en dur-dur. Des jetons dégâts, on va les retrouver ici, nos blessures. Des jetons terrain, alors on a des yeux, on a de quoi parler. Dialogue, des non-œils. Des mains, ça doit être pour interagir. Des jetons références numérotés de 1 à... Non, c'est juste qu'on en a x16. Des jetons génériques qui vont servir un petit peu à plein de choses. Symbole si. Des jetons alliés, alors on en a un. Oui, c'est ça, un seul jeton allié. Et par contre, nous avons 12 jetons hostilité. Et l'autre planche, ah ouais, ok, c'est
c'est seulement ça, la planche des jetons, parce que sinon, je vous rappelle que les autres planches vont concerner les chapitres. Ça, j'aime bien le principe d'avoir à prendre pour jouer que ce qui concerne le chapitre en cours. Ah bah pour le coup, ce sera peut-être l'un des rares jeux où je vais garder la planche pour les réinsérer comme ça, si ça veut bien tenir. J'ai noté hier que ça se défaisait très facilement, mais pourquoi pas? Donc, on ira se servir en jetons au fur et à mesure qu'on va nous les demander. J'ouvre au chef de famille, non, au chef des chats, Boosty, salut à toi, j'ai démarré la vidéo, mais ça tu le sais, c'est pour ça que tu te pointes maintenant. Il nous reste 18 socles, alors les socles transparents classiques, ce livret de règles, des silhouettes en carton de personnages non joueurs et des jetons à découvrir pendant la campagne. Pour ce matériel uniquement, vous êtes limité par le contenu de la boîte, contrairement aux jetons détaillés plus haut. Ok. Donc là, si on a besoin de jetons supplémentaires, on peut les utiliser des palliatifs si on n'en a plus. Remarque, les silhouettes et les jetons sont organisés par chapitre pour vous aider à les repérer. Les PNJ sont identifiés par le numéro de la carte correspondante dans le jeu. Prenez-les uniquement quand vous avez besoin de les utiliser en jeu. Astuce: rangez les planches en carton vide sous le thermoformage en plastique de votre jeu. Il conservera ainsi le calage défini lors de sa fabrication. Incroyable, c'est ce que je viens de penser. Donc oui, on peut mettre les planches en dessous là, histoire de garder le même agencement sans que ça se barre trop vite. C'est bien. C'est bien, Jérôme Cans et Laurent Cobel d'avoir pensé à ça. Mise en place du chapitre 1. Ah la vache! On démarre direct avec le chapitre 1, mais pourquoi? Pourquoi? Ah ouais, paquet de base, ça doit être les fameuses cartes communes que l'on a vues tout à l'heure. Un paquet de base, 18 cartes. Mais oui. Alors, d'habitude, je balance ça. Je vais faire un effort. Ça a peut-être son intérêt de le conserver. Paquet de base de 0 à 17. Donc la 18e carte est là. Ah oui, et puis on a le recto verso. Donc verso, c'est numéroté avec un B. B qui est une lettre, certes, mais ça sert de numérotation quand même. 0 B. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là? Qui vous a... Oui, c'est vrai, je me suis déjà fait couillonner hier. Qui vous a demandé de retourner cette carte? Ne retournez jamais une carte sans y avoir été invité par l'icône retournement. Non, mais je jette juste un œil. Les icônes, alors ça, ce sont les aides de jeu. 4 cartes, une par joueur. On a ensuite les cartes des personnages joueurs. Graphiquement, j'aime bien. J'aimais bien le principe. Donc Selena, maman. Ah non, j'ai dit une connerie. Selena, c'est la grande sœur. Brick, petit frère. Jamal, papa. Et Maëv, maman. Les mettre en tête. Et puis la carte famille. Récupérez les jetons actions et dépensez-les. Tête de mort. Pour chaque personnage agonisant, tirez une carte karma. Si la carte karma affiche alors un symbole tête de mort dans son coin inférieur gauche, alors le personnage meurt et le chapitre est un échec. Ok, donc c'est bien ça. Un narratif, oui, mais jusqu'à un certain point, celui de défuncter en cours de jeu. On va mettre ça là, puis bah je crois que pas le choix. Hein. Il n'y a pas de tuto alors. En fait, c'est le chapitre 1 qui va servir de tutoriel. Prenez la carte famille du paquet base pour préparer la ligne de temps et placer le pion sablier dessus. Ah oui, alors on va commencer à faire un peu de place. Crac, crac. Donc,
La carte famille, elle était. Ça va être notre ligne de temps. On met le jeton dessus. Ça, on peut le mettre de côté. Ah, vous entendez le chef qui vient râler parce que j'ai refermé la baie vitrée. Bah oui, mais en Touraine, on a un petit quoi, un petit neuf là? Là, tout à l'heure, Casburn, un petit 9 degrés, donc bon, ça va bien. Donc la carte famille, on met le jeton sablier dessus pour chacun des 4 personnages joueurs. Prenez ces 3 cartes dans le paquet de base, assemblez-les en utilisant le recto des cartes. Ah oui, alors la notion de place, j'ai pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'on voit là? Pas grand-chose. Ah! Alors, on recadrera tout ça après. Ligne de temps, on peut se permettre de la mettre beaucoup plus haut. De toute façon, hein, c'est une découverte, donc on le fait comme ça pour l'instant et on avisera après. Brick, le jeune Brick. Jamal. Tac. D'accord, oui, 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 je me souviens de ça sur vidéo de présentation. J'aimais bien ce principe d'agencement. Alors, est-ce que je retourne une carte pour voir le verso? Non, je vais encore me faire engueuler. Ouais, les dessins sont vraiment sympas. Pas de souci. Ça aide à se projeter. Et mine de rien, ça représente un sacré morceau de plateau joueur, hein, ça. Petit coup de. Ah oui, alors il va me péter les noix avec la. Voilà, je vais peut-être rajouter un peu plus de lumière. Je crois que ça aide à faire la mise au point si il y a un peu plus de lumière dans la pièce. À partir là-dessus. Et puis, on a dit Maëve. Est-ce qu'on voit des armes? Oui, Selena, elle a une arme. Maëve, elle a un gros couteau. Monsieur Jamal, a priori, pour l'instant, il n'a pas d'arme. Ok. Ah, il a un crochet avec un hameçon. Tac. Après, prenez les 3 pions action et sa silhouette. Donc, ça, on va les là pour l'instant. Chacun a 3 pions action. Alors, les pions action, ils vont venir sur nos icônes d'action, justement. Jamal est jaune. Selena bleu. Et puis, ce jeton-là, pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Prenez une aide de jeu. Alors, aide de jeu, on va voir tout de suite ce que ça nous raconte. Les icônes. On retourne cette carte. Prenez la carte XXX. Ok, symbole carte avec un numéro. Un chaînon. Ancrez la carte dans la ligne de temps. Donc dans la ligne de temps, ici. Un symbole pour ranger la carte dans la boîte. Plus X. Ajoutez X jetons génériques sur cette carte. Ah oui, alors les jetons génériques, ce sont ceux-là. X symbole engrenage. Éclair. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand un PJ entre dans la zone, appliquez l'effet indiqué, retournez ou prenez une carte. D'accord. Initialiser un objet. Condition de défaite. Ah ouf. Ah ouf, ah ouf. Attaque à distance, ok. Ah oui, mais il y a du combat là-dedans. X dégâts sans défense. Mettre dans la défausse du paquet événement avec un symbole rouge. Il y a un bon paquet d'icônes. Hein. Observer sur sa zone, discuter avec un personnage dans sa zone, interagir sur sa zone, donc le symbole main.
1, 2, 3, 4. Après, on a plusieurs fois le symbole action avec la main. On peut soigner, réparer, améliorer un objet, ramasser des objets ou des symboles engrenages. On peut lâcher des objets gratuitement, échanger, donner un coup de poing, bim, un coup de poing pour un dégât a priori, donner un coup de pied, bim, pour un dégât, se déplacer. Ah oui, alors, on retrouve les symboles d'action sur nos personnages, bien sûr. Se déplacer en changeant de niveau. Ah ouais, il y a des niveaux. Bon, bah ça à conserver près du plateau, comme d'hab. Après, pour votre première partie, prenez les 9 cartes karma de 901 à 909 du paquet secret. Paquet secret ici, carte 900 à 999. Et là, on nous demande 901 à 909. On va quand même voir à quoi ça correspond. Les cartes suivantes constituent le paquet secret. Quand le jeu vous indique de piocher une carte avec un numéro supérieur à 900, elle se trouve dans ce paquet. Donc là, on veut... Qu'est-ce qui va être pratique pour les sortir? Pas grand-chose. 1, 2, 3, 4, 5. On s'arrête à 909. 907, 908 et 909. On nous parle de... Alors on a des mots-clés. Souvenir, cicatrice, social, esquive, pacifique, tigre, chasseur, brute, violence. Bon. C'est un karma, je ne les retourne pas. On va les laisser là-haut de côté. Ah, mélangez-les. Et formez le paquet karma face cachée. Alors face cachée, c'est-à-dire qu'on est comme ça. Donc on mélange ça. Pour la suite, vous conserverez votre paquet karma d'une partie à l'autre. Ah d'accord. Donc en fait, après, on va rajouter des cartes. Le point. Après, placez à portée de main le reste du paquet secret. Ok. Si par la suite, vous avez besoin d'une carte dont le numéro est supérieur à 900, vous la trouverez dans le paquet secret. Placez à portée de main les jetons dégâts, génériques, hostiles, composants, références et actions de terrain. Prenez le paquet aventure du chapitre 1 qui se trouve là. Alors, c'est le paquet qui comporte le moins de cartes. C'est normal. Et on a un scénario de Jérôme Cans. Alors, j'ai pas le choix. Je laisse la baie vitrée entr'ouverte dans notre maison au cœur de la forêt parce que c'est le festival de chats qui veulent rentrer sortir. On y va. Donc lui, pour l'instant, on le met à portée. Hein. Ils ne nous ont pas dit de le... Ouais. Prenez le paquet aventure du chapitre 1. Après avoir lu les règles, suivez les instructions du paquet aventure pour commencer la partie. D'accord, donc pour l'instant, c'est juste pour appâter le client, quoi. On le met de côté. Le paquet secret vous donnera des informations complémentaires pour la mise en place des chapitres suivants. Et on a un visuel du plateau de jeu. On a tout ce qu'il faut. D'accord, alors après, il va falloir séparer ça. Mon tapis, donc dans ce sens-là, n'est pas forcément judicieusement placé. Il faudra que j'y remédie. Information préalable. Si une carte vient contredire une règle du présent livré, c'est l'effet de la carte qui prévaut, comme d'hab. Si lors de l'application d'une règle, plusieurs choix équivalents sont possibles, vous pouvez choisir lequel appliquer. Personnages joueurs et non-joueurs. Alors, les joueurs sont les membres de la famille que vous incarnez. Les PNJ sont tous les autres que vous allez rencontrer dans les différents chapitres. Si une règle fait référence aux personnages, cela concerne les PJ et les PNJ. Petit aperçu du jeu, la partie commence par la lecture des premières cartes du paquet aventure qui vous donne l'introduction du chapitre et ses objectifs, les règles spécifiques au chapitre,
des cartes terrain où placer les personnages, des cartes à ajouter dans la ligne de temps. Les PJ vont ensuite pouvoir utiliser leur pion action pour explorer, discuter ou combattre. Explorer, discuter, combattre, se déplacer. Puis, le pion sablier va parcourir toutes les cartes de la ligne de temps jusqu'à ce qu'une condition de victoire ou de défaite soit vérifiée, ce qui termine la partie. Il n'y a pas de notion de tour dans Heredity. Ah, c'est la ligne de temps qui rythme la partie et qui permet de jouer successivement les joueurs, les PNJ, mais aussi d'activer les différents événements. Il n'y a pas de notion de tour. Ok. Généralité sur les cartes. Heredity est un jeu basé sur des cartes, il est important de spécifier quelques termes avant de commencer. Recto verso. Les cartes sont identifiées par un numéro situé en haut à gauche. Le verso d'une carte est identifié avec le même numéro suivi de B. Carte référence. Carte XXX fait référence à la carte X. Très souvent, cela sera utilisé sous la forme. Prenez la carte temps. Recherchez-la dans le paquet aventure sans regarder les autres. Lisez-la à haute voix et appliquez les effets dans l'ordre. Lorsque vous devez lire une carte, ne lisez que son recto, ne la retournez pas sans y avoir été invité. Et justement, retourner une carte avec le symbole retourner indique que vous devez la retourner, que vous êtes en train de la lire, ou celle dont le numéro est spécifique. Ah oui, parce qu'on peut avoir des cartes que l'on va mettre en jeu, et on sera invité à les retourner que plus tard dans la partie. Donc retournez la carte 100, lisez-la à haute voix, appliquez ces effets dans l'ordre. Si des jetons ou des personnages sont sur la carte, replacez-les sur la même zone ou l'emplacement après l'avoir retourné. Les pions actions, eux, retournent sur vos cartes joueurs pour indiquer qu'ils ne sont pas disponibles. Ok, ça c'est important de s'en rappeler. Si on a des jetons joueurs sur une carte que l'on retourne, ils sont remis sur nos cartes joueurs. Brûler une carte, carrément, indique que vous devez brûler la carte que vous êtes en train de lire ou celle dont le numéro est spécifié. Par exemple, brûler la carte 100, qu'elle soit sur son recto ou son verso. On la range dans la boîte. Ne la brûlez pas réellement. Elle ne sera plus utilisée dans ce chapitre. Vous pourrez toujours la consulter ultérieurement si besoin. Si des pions actions sont sur la carte à brûler, déplacez-les au centre de vos cartes personnages joueurs pour indiquer qu'ils ne sont pas disponibles au centre de nos personnages joueurs. Les cartes PJ représentent les 3 parties de votre personnage: tête, tronc, pied. Elles ont des emplacements pour les actions qui permettent d'effectuer œil, discussion, main et pied. Et également des encres à gauche et à droite. Ah oui, c'est ça, les encres. Les encres à gauche et à droite qui permettent d'équiper votre personnage avec des objets. Donc on a la tête, le torse, les pieds, et puis ça, je ne sais pas trop. Ouais, ça va être les objets. Donc l'équipement à gauche et éventuellement des objets de l'équipement sur la droite. Donc là encore, ça va prendre une sacrée place parce que si à gauche et à droite, on a ceci, eh ben ça prend ça prend beaucoup, beaucoup. Oui, 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 on est sur du. Ah ouais, carrément. 25 à 30 centimètres sur 40, c'est balèze. Pour peu que on ait 5-6 cartes qui composent le plateau,
On va se retrouver avec une zone de jeu assez grande. Bah, en même temps, ce sera bien lisible, ça c'est cool. Ensuite, eh bien, ah bah voilà l'exemple. Selena, elle a une planche à clous en équipement, donc on l'a ancrée sur la droite, et puis un exosquelette au torse, qui est placé sur la gauche. Ouais, on est vraiment dans du pur, j'allais dire médiéval, non, pas du tout. On est dans du comment post-apocalyptique. Ensuite, alors il n'y a pas de pognon, hein, visiblement, dans ce jeu, ce qui est normal. Je pense qu'on va troquer. Après, on attaque avec les actions de base. Ce chapitre présente les actions. D'autres seront décrites dans les chapitres suivants, telles que l'utilisation et la réparation d'un objet ou l'attaque au corps à corps. Les pions actions. Chaque joueur possède 3 pions à sa couleur. Pour effectuer une action, on le place sur un emplacement libre correspondant à l'icône de l'action que vous voulez effectuer sur la carte ou sur l'un des objets qu'il porte, puis on applique l'effet de l'action sur un des objets. Ah oui, par exemple, ici on a le symbole de la main sur l'exosquelette. Donc on peut placer un des pions de Selena dessus plutôt que sur son personnage. Un emplacement action est libre s'il ne contient aucun pion, ni aucun jeton dégâts. Ah! Petit problème. Si on a des dégâts sur notre perso, ça veut dire qu'on va devoir faire sans un emplacement libre. 2, 4, 6 et un 7. Peut-être que... Ah ouais, non. En le disant, on voit qu'on a le symbole blessure là. Donc ça veut dire qu'on peut subir 2, 4, 6 blessures. Ici, il n'y a pas le symbole blessure, donc on l'oublie. Aucun d'eux n'en a un. Ok. Je dis ok parce que je le suppose, hein. Si un emplacement action contient plusieurs icônes, vous devez en choisir une lorsque vous posez le pion. Et oui. Important. Il n'y a pas d'ordre de jeu défini. Vous pouvez coordonner librement les actions des personnages. Il peut effectuer une action, puis un autre peut prendre la main pour effectuer une action. Cependant, lorsqu'un joueur effectue une action, vous devez attendre sa résolution complète avant de pouvoir en faire une autre. On va au bout. Conseil: prenez l'habitude de mettre vos pions actions disponibles sur la table en dehors de vos cartes pour bien différencier les pions dispo des non dispo. Très bien. On va faire ça. On découvre, on respecte et après on s'en arrangera. Allez, Brick. C'est un drôle de prénom, ça, Brick. Ah bon. Observation. Ah oui, et après, il nous détaille les fameuses actions de base. Alors, une observation tout en haut au niveau de la tête, c'est logique, consiste à scruter l'environnement, par exemple, pour découvrir des objets ou des indices. Le personnage doit se trouver dans une zone contenant l'icône observation. Placez un pion action sur l'emplacement observation de votre joueur, puis prenez la carte indiquée. Maef se trouve sur une zone contenant l'icône observation. Vous dépensez un pion action pour prendre la carte 960 du paquet. C'est une carte narrative. Vous devez la lire et appliquer ses effets immédiatement. Ok, j'observe, je pose le pion, je prends la carte et on la résout. Une discussion consiste à dialoguer avec un PNJ. On doit se trouver sur sa zone avec une icône discussion. On place un pion action sur l'emplacement discussion de notre carte.
on prend la carte indiquée. Si un PNJ est révélé sur cette carte, on place le PNJ sur la zone contenant l'icône discussion. Et oui, parce que là, on ne va pas forcément avoir affaire qu'à des ennemis. Alors, quand je parle d'ennemis, c'est-à-dire des gens qui vont vouloir nous friter tout de suite. Je vois notamment, alors eux, ils sont pas très engageants, hein, les 1, 2, 3, 4 têtes de con qu'on a au-dessus là. Par contre, au chapitre 2, on peut supposer que lui a une attitude plutôt ouverte, propre à discuter, cette dame aussi. Donc on pourra parler avec eux. Le symbole manipulation, c'est pour interagir avec l'environnement. Pour fouiller une zone, comme d'habitude, on doit se trouver sur une zone qui contient l'icône manipulation. On place notre jeton action sur l'emplacement manipulation, puis on prend la carte indiquée. Par contre, le déplacement, ça consiste à franchir une ou plusieurs lignes blanches, vertes ou rouges, mais pas une intersection. Placer un ou plusieurs pions actions sur un ou plusieurs emplacements de déplacement. Un seul pion par emplacement par contre. Puis on déplace son personnage en traversant une ligne par pion action dépensée. Donc on peut faire jusqu'à 3 mouvements sans être blessé. Et si on est blessé 2 fois, on peut quand même se déplacer, mais alors on va galérer. C'est flippant. C'est génial. Ah, il peut y avoir des zones saturées. Une zone est saturée s'il n'y a pas la place de mettre un personnage dans la zone, sans que son socle ne touche les lignes qui en définissent les limites. Ok. Alors ça, ce sera à bien se rappeler, hein. Un joueur ne peut pas s'arrêter dans une zone saturée, mais il peut toujours la traverser en dépensant plusieurs pions actions lors de son déplacement. Exemple, Brick et Jamal sont dans la même zone. Maëv ne peut pas s'arrêter dans leur zone, il n'y a pas la place pour mettre son socle sans que celui-ci ne touche les limites de la zone. Mais Maëv peut dépenser simultanément 2 pions actions pour traverser la zone de son mari et de son fils et se retrouver à l'extérieur. Ah oui, alors une carte va comprendre plusieurs zones finalement. Donc on peut faire plusieurs actions sur une seule carte. Oui, ça peut ne pas aller si vite que ça en fait en termes d'avancée de scénario. Ah bah justement, après on va passer aux cartes terrain. Chapitre 3, les cartes terrain, ou simplement terrain, représentent les lieux sur lesquels vont se déplacer les personnages. Placez-les sur la table pour former le plateau. Toujours dans le même sens. Attention, quand vous retournez un terrain, les jetons ou les personnages présents restent sur la carte. Ok. D'autres icônes peuvent apparaître, soyez attentifs et pensez bien à les appliquer. Alors mécaniquement, là, ça me fait penser à Etherfield. Alors j'ai toujours pas déballé mon jeu, hein, Etherfield, mais je crois me souvenir que c'est aussi à base de cartes que l'on retourne et puis on va découvrir de nouvelles choses dessus. J'aime bien ce principe-là. Donc soyez attentifs, oui, quand on retourne une carte, parce que ça peut dévoiler des choses. À chaque fois qu'une action, observation, discussion, interaction est disponible sur un terrain, placez le jeton correspondant sur l'action. Vous le retirerez une fois l'action effectuée. Chaque fois qu'une action est disponible sur un terrain, placez le jeton correspondant sur l'action de la carte. Alors les zones. Non, avant. Placez sur la zone le nombre de jetons composants indiqué à côté de l'icône composant. Là, on n'a pas encore de quoi manipuler, mais ça viendra pour voir comment ça fonctionne.
Alors les jetons composants, ce sont les engrenages là. Ça me fait penser à des ressources que l'on pourrait récupérer. Et là, ça me fait penser au jeu de cartes Horreur à Arkham, dans certains lieux, ou alors ce sont des indices qu'on pouvait choper. Bref, les zones d'une carte. C'est un espace délimité par des lignes. La couleur de la ligne indique si le déplacement ou l'attaque à distance est possible et s'il existe des effets spécifiques. Alors voyons voir. Si on a une ligne blanche, elle peut être franchie. On se croirait au code de la route. Et ça permet des attaques à distance. Exemple, il n'y en a pas. Si on s'intéresse à une ligne verte, on peut la franchir, on peut attaquer à distance, par exemple une porte. On peut attaquer à distance à travers une porte, ok. La ligne bleue ne peut pas être franchie, mais on peut attaquer à distance au travers, comme une fenêtre. Ouais, bon, ils ont condamné les fenêtres en déplacement, pourquoi pas. La ligne noire, elle ne peut pas être franchie, on ne peut pas attaquer à distance au travers, c'est un mur. Et en rouge, on peut franchir, mais par contre, ça inflige un dégât. C'est un terrain non pas difficile. Alors oui, c'est à la fois un terrain difficile, mais aussi un terrain dangereux. On peut faire des attaques à distance au travers. Ah oui, par exemple du feu. Ah, c'est pas con cette distinction en fait. Où est-ce que j'ai vu? Bah ici par exemple, on a du vert, du bleu. Zone 1. Ce terrain comporte 3 zones. Une fois la carte révélée, vous devez placer 2 composants. Pourquoi 2 composants dans la zone 1? Ah oui, on a 2 symboles ici. Donc on place 2 jetons dans la zone 1. Bah, je comprends pourquoi maintenant les jetons sont si petits. C'est parce qu'il faut que ça tienne sur les cartes dans chaque zone. On place un jeton observation sur la zone 2, comme indiqué sur la carte. Et en zone 3, il n'y a rien. Donc là, on aurait une porte. On peut la franchir ou faire une attaque à distance de la pièce vers l'extérieur et inversement. Ça, c'est une fenêtre. On ne peut pas la franchir, mais on peut tirer à travers. La ligne blanche. Ah oui, d'accord. Alors la ligne blanche, c'est pour symboliser une seule et même salle. Mais dans cette salle, il y a 2 zones. Ok. Alors, je reviens sur la carte terrain là. À chaque fois qu'une action est disponible sur un terrain, on place le jeton correspondant. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Ok. Alors oui, je peux avoir un petit temps de bug, hein, parce que le fait de lire la règle et puis de parler en même temps, forcément le cerveau est un petit peu ralenti. Donc ne pensez pas que je vais faire des micro AVC, c'est juste que c'est le temps que j'assimile tout le bordel, qui au final n'en est pas un bordel, donc c'est plaisant. Donc on a nos terrains, nos cartes terrain avec nos zones, c'est bon. Et l'exploration, qui consiste à déplacer un personnage joueur vers un terrain non révélé à prendre dans le paquet aventure. Mais pour ça, on a des conditions. Une icône de déplacement doit être présente sur le terrain occupé par le personnage joueur. Et le personnage doit effectuer une action de déplacement vers le terrain non révélé. Attention, il est possible de sortir depuis n'importe quelle zone de terrain qui n'est pas bloquée par une ligne noire ou bleue dans la direction de l'icône déplacement. Alors voyons voir, le terrain 962 comporte l'icône déplacement 963 à droite. En haut à gauche, c'est donc notre localisation actuelle. Possibilité d'aller à l'est avec la carte 963. Maëv effectue un déplacement en partant de la Croix-Rouge. Vous prenez le terrain 963 et le placez sur la table à droite. L'icône 963 à droite indique bien que le chemin existe entre les 2 zones.
L'exploration est possible en partant de croix verte ou de croix rouge. Oui, on révèle, on place, on se déplace, quoi. Sans oublier bien sûr de mettre un pion action sur déplacement. Après, deuxième cas de figure, c'est quoi le Beans? Maëv effectue un déplacement en partant de la croix rouge. On prend le terrain 963, on le met sur la table. Une fois la carte révélée, les deux cartes forment une seule et unique grande zone à l'extérieur de la cabane. Brick peut maintenant, avec un seul déplacement, se rendre à l'intérieur de la cabane. Ah oui, alors ça va être important, c'est-à-dire que la zone n'est pas seulement limitée à la carte. Le fait qu'on rajoute la carte 963 à côté, ça agrandit la zone initiale. Donc Brick n'est pas obligé de faire un déplacement pour se rendre sur la nouvelle carte et ensuite rentrer dans la cabane. Il peut directement franchir. Bon, ça reste logique aussi, hein. Ok. Les changements de niveau. Alors ça, sur un jeu comme ça, c'est assez surprenant. Ils aient fait des changements de niveau. Donc ça consiste en un déplacement entre deux zones non contiguës reliées par l'icône escalier. C'est le cas de deux zones situées à des étages différents et reliées par un escalier. Les conditions. L'escalier doit être présent sur chaque zone. Le personnage doit effectuer un déplacement pour changer de zone. Si le changement de niveau est une exploration, donc c'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore la prochaine carte, prenez la carte indiquée et placez-la à proximité des autres terrains sans qu'ils se touchent, puis déplacez votre personnage sur cette nouvelle carte dans la zone qui comprend l'escalier. Ah bah oui, sans qu'elle se touche parce que faut pas visuellement pourrir le terrain. Si on a une cabane et puis l'étage on va le mettre un petit peu à part. Les effets liés au terrain. Les événements immédiats, symbolisés par l'éclair. Un événement est immédiatement résolu. Brick se déplace, franchit la ligne verte et arrive dans la zone contenant l'icône événement immédiat. L'effet indiqué est de retourner la carte. Vous retournez donc le terrain, ce qui révèle l'intérieur de la cabane et une nouvelle action sur le terrain. Ah oui, on aurait pu avoir un effet immédiat avec un numéro de carte à prendre, par exemple. Et vous replacez le personnage sur la même zone. Ça, c'est effet immédiat. On a remplacement de terrain. Un terrain révélé qui porte le numéro de type XXX vers YYY en remplace un autre déjà présent sur la table. Placez la carte XXXYY sur la table à la place de la carte YY. Ok. Replacez tous les jetons et personnages sur les mêmes zones. Par exemple, la carte 143 vers 102 remplace la carte 102. Ah, j'aurais plutôt raisonné à l'inverse, c'est-à-dire que j'aurais cru que on est actuellement sur 143, on prend la 102, mais non. C'est l'inverse. Mécanique à prendre, ce sera normalement rapide. Et en autre effet lié au terrain, ce serait la modification des zones. Les zones d'un terrain peuvent être modifiées suite au remplacement ou au retournement d'un terrain. Si besoin, vous trouverez une croix blanche sur la carte indiquant où placer tous les personnages et les jetons qui se trouvaient sur la carte avant la modification des zones. Ah oui, c'est le nouveau lieu de départ, quoi. Brick et Maef se trouvent sur deux zones différentes sur le terrain 962. Le terrain est retourné et les zones sont modifiées. Brick et Maef sont déplacés sur la zone indiquée par la croix blanche sur la carte.
Alors les symboles, on a des croix de couleur, rouge, bleu, vert, jaune, indiquent les zones de départ des personnages joueurs, à la couleur de nos persos, effectivement. Certains terrains contiennent des symboles de type A, ignorez-les tant qu'une carte ne les explique pas. Ça, c'est à se rappeler aussi, parce qu'en cours de jeu, sur la première partie, on va se retrouver avec une carte avec un A, et moi je vais dire: «Ah merde, mais putain, mais c'est où le A là? Qu'est-ce que j'en fais?» Certains terrains contiennent des symboles de type A, ils sont à ignorer tant qu'une carte ne les explique pas. A comme à ignorer. Est-ce que je vais m'en rappeler? C'est pas sûr. Oh, on a un dessin de plantes chelou là, on dirait. Le monde, visiblement, a mal vécu. Pourquoi? C'était quoi l'explication de le petit encart là en début de livre? Le monde entier a rapidement sombré dans une guerre provoquant le déclin de la civilisation. Ok. Donc on nous parle pas de nuages radioactifs, de centrales qui a pété et de mutations génétiques ou autres, ou symbiotiques, mais on dirait vraiment une plante chelou. Bon, donc ça c'était pour nos terrains, avec nos différenciations sur les zones à franchir en fonction de la couleur des traits qui les séparent. L'application des déplacements pour l'exploration, les changements de niveau et les effets qui sont liés au terrain. Les objets et les composants. Cool. Alors, c'est aussi pourquoi le jeu m'a tiré, c'est parce qu'on va pouvoir jouer à la poupée dans ce jeu-là. Euh, Ça me paraissait être une version, et c'est pas péjoratif, mais une version light des jeux de type Dungeon Crawler tels que je les pratique moi avec Porte Monstre Trésor sur un plateau bien défini. Là, ça me fait penser à une version un peu plus light, mais je pense que je me trompe énormément. C'est juste dans la nouvelle façon que ça a été pensé, mais il y a moyen que ce soit super original. Donc la hype va augmenter forcément. Alors, nos cartes objets et composants, ils ont un fond marron ou gris. Donc les objets marrons et les composants gris représentent des objets que les personnages peuvent transporter et utiliser. Les composants, donc avec le fameux symbole engrenage là, et les jetons, représentent du petit matériel pouvant être utilisé pour réparer ou améliorer des objets ou comme monnaie d'échange avec les personnages non joueurs. Les objets et les composants sont conservés tout au long de la campagne, ça j'aime bien. Alors, sur un objet, on a son nom, planche à clous, la valeur, 2 composants, l'encre pour le lier au personnage, l'illustration, l'emplacement d'action avec son effet en 5. L'emplacement d'action avec son effet. Ajouter un clou +1 sur cette carte. Ajouter un clou +1 sur cette carte. Et là, on a le jeton truc-muche. Ah oui, alors on va placer un jeton truc-muche dessus pour dire que on l'a amélioré. Alors, améliorer. Pop, pop, pop. -2 composants. Et comme effet, on retourne la carte. Amélioration avec son coût. Ok, donc il faudrait pour améliorer ma planche à clous que je fasse une action une action. Je dépense 2 composants. Ouais. Et ce qui me permet de retourner la carte. Bon, mais ça, on va avoir une explication un peu plus poussée après, hein.
Nos objets vont aller dans un inventaire. Une carte objet doit être dans l'inventaire d'un personnage pour qu'il puisse l'utiliser. Les objets marrons doivent être placés à droite afin que les encres correspondent. Les objets gris doivent être placés à gauche des cartes afin que les encres correspondent. Alors j'ai dit une bêtise tout à l'heure, en fait les fonds marrons ou gris, c'est toujours pour les objets et pas pour les composants. Et les objets à droite et les... D'accord, les objets marrons à droite, les objets gris à gauche. La distinction comme ça est facile à visualiser. Les effets sont actifs en permanence et sont cumulatifs. Waouh! On peut initialiser un objet. Les effets précédés de l'icône clé à molette permettent de l'initialiser. Ils sont appliqués la première fois que la carte objet est récupérée au cours d'un chapitre, ou bien appliqués au début d'un chapitre lors de la mise en place, ou bien appliqués lors de son amélioration. L'initialisation d'un objet est limitée par le matériel contenu dans la boîte. Ah, ok. On a un exemple. Si on initialise l'outil multifonction, plus 3 jetons barricade sur cette carte, exemple d'effet pour initialiser un objet. Ouais, bon, là, ça reste, je l'ai lu, mais ça reste un peu flou, hein. Ignorer les effets du gaz. Ouais, ça, c'est quand on l'a ancré à notre tête. Exemple d'effet permanent et cumulatif. Avec notre exosquelette, on gagne 1 d'armure et en plus, on peut ignorer les effets des gaz. Bon, ok. Action supplémentaire. Les emplacements d'actions portant les icônes vision, discussion, interaction et déplacement sur les objets fonctionnent comme ceux des cartes personnages. Pour utiliser un objet de son inventaire, placez un pion action sur l'emplacement de la carte objet, appliquez l'effet décrit sur la carte ou dans le chapitre. Rick a récupéré la carte objet planche à clous. Vous dépensez un pion action sur son emplacement pour l'utiliser. Ok. Ah oui, alors au bout d'un moment, quand on va avoir pas mal d'objets, seulement 3 jetons action à utiliser, ça va être chaud, quoi. Attention, objet endommagé. Un objet avec un ou plusieurs emplacements d'action comportant une icône dégâts peut recevoir un ou plusieurs jetons dégâts. Il peut donc être endommagé. Lorsque tous les emplacements dégâts d'un objet sont recouverts, ces effets permanents sont annulés. Un objet sans emplacement dégâts ne peut pas être endommagé. Remarque, un objet avec un emplacement d'action sans effet ni icône, mais avec une icône dégâts, peut recevoir un jeton dégâts, mais ne permet pas d'effectuer une action. Ouais, on peut avoir des objets avec lesquels on ne peut pas interagir, mais qui peuvent tomber inactifs, endommagés. Ok, donc ça ouvre plein de perspectives, ça. Alors, autant on peut endommager les objets, mais on peut aussi les réparer. Pour ça, il faut effectuer une action de main. Alors, comment elle s'appelle déjà cette action de main? Interaction. On effectue une action d'interaction, on défausse un composant de son inventaire, ce qui permet de retirer un dégât de l'objet. Alors,
Le masque à gaz a un effet permanent qui permet d'ignorer les effets du gaz. Il peut aussi recevoir un jeton dégâts et être ainsi endommagé, puis réparé. Si le masque à gaz venait à subir un dégât à la place du personnage, celui-ci perdrait le bénéfice de l'effet permanent jusqu'à ce qu'il soit réparé. Ok. Ah la vache, on peut aussi améliorer un objet. De son inventaire. Attention, il n'est pas possible de retourner une carte objet avant de l'améliorer. Bah oui, 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 oui. Il ne doit y avoir aucun pion action ni aucun jeton dégâts sur la carte objet à améliorer. D'accord. On effectue une action interaction, on défausse les composants requis de son inventaire et on applique l'effet d'amélioration. Yes, je vais faire une petite vérification. Qu'est-ce que je voulais retrouver? Ah zut, le temps d'ouvrir le bouquin, j'ai bouffé l'info que je voulais rechecker. On était dans l'inventaire, amélioration, réparation, utilisation, action sur les objets et les composants. Non, bah je sais plus. Bon, toujours est-il qu'on est à la page 11 sur 23. 11 et 11, 22. Oui, on est à la moitié. C'est bien. Si on est à la moitié, je vais rechecker parce que ça fait quand même beaucoup d'infos, hein, mine de rien. Non pas que ce soit compliqué, mais ça sort tellement de ce qu'on a l'habitude, enfin de ce que j'ai l'habitude de jouer moi en mécanique, que tout est nouveau finalement. Il n'y a pas un moment où on se dit oui, bon, bah c'est comme dans Gloomhaven, c'est comme dans Core Space, c'est comme dans Descent. On est familier de ce genre de gameplay. Ah non, les actions de base. Ouais, ça va mériter un mémo, hein. Bêtement, moi je m'étais dit, ah oui, il a pas l'air si touffu, compliqué que ça. Donc le mémo, on s'en passera. Tiens d'ailleurs, en parlant de mémo, est-ce qu'ils en ont fait un à l'arrière? Oui. J'avais même pas regardé hier au déballage. Aide-mémoire, un rappel sur la gestion de la ligne de temps, le tableau des lignes et les questions que vous allez vous poser. Ah ça c'est pas mal par contre. Alors, ça peut être toujours légèrement succinct par rapport à la quantité d'informations qu'il faut retenir, mais ça a le mérite, je pense, de balayer les blocages les plus fréquents ou les oublis les plus fréquents que l'on peut faire. Ouais, alors, ça c'est un peu bidon par contre, hein. Comment trouver une information dans le livret de règles? Utiliser les aides de jeu avec les numéros de page comme un index ou directement le sommaire. Ouais, certes, on n'y aurait pas pensé. Mais bon, allez, ils l'ont noté, pourquoi pas. Moi, ça me fait penser un peu à du remplissage, par contre, hein. C'est, mais ça, c'est mon côté langue de pute, hein, bien sûr, qui officie là. D'accord. Allez, on enchaîne avec les actions sur les objets et sur les composants. Oh, désolé, Brick. Oh, je suis curieux, faut que je sache. Ah, d'accord, on a la version blessure. Ah merde. Bon, on n'y est pas encore. Et ils ont bien dit que si l'un d'entre nous était complètement HS, on perdait. Ah non, c'était en référence sur la ligne de temps là, avec le symbole tête de mort. Pour chaque personnage agonisant, tirez une carte karma. Ah, c'est ça. Si la carte karma affiche un symbole mort dans son coin inférieur gauche, le personnage meurt et le chapitre est un échec. Ouh. Et recto verso, elle est identique. Ok. Alors, nos actions sur les objets et sur les composants.
Lorsqu'un personnage effectue une action, observation, manipulation, etc., qui lui fait prendre une carte objet, il récupère cet objet et l'équipe à ses cartes personnages en respectant les encres. Lorsqu'on récupère des composants, on les stocke sur une des cartes de son personnage. Ok, donc les jetons composants, c'est en quelque sorte la monnaie du jeu, quoi. Enfin, c'est une monnaie. Lorsqu'un objet ou des composants sont attribués sans action, par exemple un événement dans la ligne de temps, vous pouvez les répartir entre les personnages joueurs. Ah ouais, ça peut être des récompenses, une fouille, des trucs comme ça. Lorsqu'un objet ou des composants apparaissent à la mort d'un PNJ, il tombe sur sa zone. Oh, oh, oh. Là, on voit que Maëv a stocké des composants. Ah, j'ai même pas fait gaffe, mais on a des jetons qui en symbolisent 3. Ah oui, donc on a de quoi cumuler sacrément. Alors, lâcher un objet ou un des composants. C'est gratuit pendant l'action de n'importe quel personnage. Ça permet de lâcher des composants sur sa zone et ou de lâcher un ou plusieurs objets sur sa zone. Placer la carte objet à côté du terrain et placer les jetons références identiques, un sur l'objet, l'autre sur la zone. Conserver les jetons dégâts ou autres et les pions actions s'il y en a sur cette carte. Ah, voilà pourquoi on a des doublons de ces pions-là. Un objet sur la zone, enfin un pion sur la zone et un pion de la même numérotation sur l'objet qu'on met un petit peu à l'écart du plateau. Ça veut dire qu'en même temps, on peut avoir jusqu'à 8 objets lâchés sur la zone ou pour spécifier des choses spécifiques. Spécifier des choses spécifiques. Friedrich, tu commences à fatiguer là. Ok, et on n'oublie pas, si on fait ça, de conserver les dégâts ou les autres jetons spécifiques. Ok. Donc ça, c'était pour lâcher. Objet ou composant. On peut ramasser l'objet ou les composants à l'aide d'une action manipulation. Ramasser des composants sur la zone de votre personnage et ou ramasser une ou plusieurs cartes objets sur la zone, retirer les jetons références, conserver les autres jetons qui sont sur la carte, s'il y en a. Exemple. Sur la zone de Maëv se trouvent 2 composants, un jeton référence numéroté 1 qui indique que la carabine est aussi sur la zone. Ok. Le même jeton référence numéro 1 se trouve sur la carte carabine à côté du plateau. Maëv effectue une action de ramassage pour les composants et la carabine. Ah ok, on peut vraiment piller une zone complète. Donc on peut lâcher, ramasser, échanger des objets ou des composants qui sont portés. Les 2 personnages échangeant des objets doivent être sur la même zone et les joueurs les contrôlant doivent être d'accord. On effectue une action de manipulation avec l'un des 2 personnages pour échanger des composants et ou échanger des cartes objets. On conserve comme d'habitude les jetons qui sont posés dessus et les pions actions éventuels sur cette carte. Bon, là on est dans de l'interaction classique sur à la fois le terrain et personnages dans notre zone. Après on passe aux cartes narratives. Alors attention, carte narrative, je vais peut-être m'arrêter là parce que mine de rien, le fait de lire, de se concentrer pour comprendre ce que je suis en train de lire, c'est un exercice qui est quand même assez prenant. Je ne veux pas perdre ni la motivation ni la concentration surtout
Donc on va stopper là. Je reprends demain matin avec carte narrative, ce qui nous amènera gentiment à finir le livre de règles. Ah ouais, alors la ligne de temps, ça je suis curieux de voir comment ça va fonctionner. C'est un gros morceau visiblement. Ah oui, 4 pages. Après, on verra les personnages non joueurs, le combat. Oh, notre Fennec à 3 yeux, là, on va le rencontrer. Alors, c'est vraiment une créature mutante. Donc, on pourra le friter. On aura du combat, attaque à distance, la gestion des dégâts logique et les fameuses cartes karma. Ouh. Ok, ok. Moi, j'aurais à faire la photocopie couleur de ça parce que ça prendra moins de place. Et puis, il faudra peut-être que je commence aussi à composer mon mémo pour les points importants. Il y en a 2-3 hein, sur lesquels je suis passé et qui me semblaient être impératifs de se remettre en tête avant chaque début de partie. Donc, je reverrai ça. Bon, en tout cas, le démarrage de cette découverte du livre de règles d'Heredity est plutôt satisfaisant. Ce qui peut me poser problème, moi, c'est symbolique, mais c'est cette notion de place. À voir comment on va gérer ça. Peut-être, je vais faire comme d'hab, hein. Nos personnages sur la droite, et ça pourrait impliquer de les positionner. Si je fais un essai, waouh! Ouais, non, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud patate. Alors, en plus, on doit jouer les 4 héros, hein. Quel que soit le nombre de joueurs, c'est vraiment conçu, prévu pour que ce soit la famille entière qui puisse faire toute l'aventure. Et je voulais les mettre comme ça, les uns au-dessus des autres, mais ça me paraît compliqué. Quoique, ça va nécessiter de revoir le placement des caméras, mais... Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce que j'ai envie de démarrer l'aventure, voire même de faire les 5 chapitres, hein. J'ai bien envie de les faire comme ça en vidéo, pour que l'on souffre ensemble. Ah, allez, en bidouillant, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et puis le terrain là, la ligne de temps, elle va prendre une place aussi assez monumentale, hein. Gauche-droite. Ah oui, alors c'est pire que tout, parce que il faut scinder. Et je peux pas les coller. Papa, maman, là, vous arrêtez de faire des gosses. Je suis obligé de vous séparer parce qu'on va avoir leur carte, double carte même. Oh putain. Alors ça, je m'y attendais pas. Il va falloir une table de malade. Bon, on va s'étaler, c'est pas grave, on s'adapte. On s'adapte. Je vais pas leur reprocher d'avoir fait des visuels super sympas comme ça, hein. C'est bien, c'est bien. Allez, on s'arrête ici pour cette toute première partie de découverte. Ça me plaît bien. Après, ce qui peut faire arrêter un jeu ou pas, c'est quand on commence à y jouer, un scénario, 2, 3, 4, est-ce que ça va être suffisamment prenant pour aller au bout? Pour l'instant, il m'a envoyé plutôt de bons signaux. Je sais que vous êtes quelques-uns à l'avoir fini et apprécié déjà, donc, c'est bon signe. Les survivants, je vous souhaite une bonne journée de plus sur Terre et on se dit à demain pour la suite. Salut, salut.